podcast is part of the Sports Social Podcast Network. Salut à toutes, salut à tous. Le Tour de France commence un petit peu à tirer à sa fin, puisqu'aujourd'hui c'est le début des Alpes, les vraies, avec 3 étapes de montagne qui vont s'enchaîner et qui vont être tout simplement de plus en plus dures. Autrement dit, aujourd'hui c'est la plus facile des 3, peut-être celle qui pourrait être accessible à une échappée. Étape de 185 km entre Voiron et Orsières-Merlette. On commence par 25 km de plat avant de faire la côte d'Angin, col de première catégorie. 11 km 600 à 5,5% de moyenne. Ensuite, petite redescente, phase de vallée, col de deuxième catégorie, la côte de Monténard, 10 km à 5%. Ensuite, on va enchaîner des petites montées, des petites descentes avec la côte des Terrasses notamment, de 3 km à 7%. Ça sera relativement plat jusqu'au final, malgré la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, 2 km 500 à 6,7%, située à 20 km de l'arrivée. Par contre, il y a une ascension pour terminer la montée d'Orsières-Merlette, 7 km à 6,7%. Et l'arrivée qui sera jugée au sommet, c'est donc pas très difficile. Peut-être que Tadej Pogačar et compagnie vont laisser une échappée sans personne de dangereux au classement général aller se disputer la victoire. Après, dans ce genre de jour, c'est aussi on défend son classement. C'est-à-dire que si Jordan Gegard va dans l'échappée, peut-être que la Bahreïn Victorieuse va rouler pour défendre la 8e place de Lenny Martinez. On voit souvent des choses comme ça en 3e semaine. On défend sa place dans le top 10. Donc ça sera vraiment en fonction de la composition de l'échappée. S'il n'y a vraiment personne de dangereux pour quiconque au général, que celle-ci aura une chance d'aller au bout. Sinon, ce seront les favoris qui se livreront. Et si les favoris se livrent, c'est évidemment Pogačar qui, a priori, devrait s'imposer. Mais voilà, Pogačar, il va aussi peut-être tenter de garder des forces pour les 2 étapes de l'Alpe d'Huez qui suivront. Donc vraiment, pour les grimpeurs lâchés au général, c'est probablement aujourd'hui ou jamais. Il y a tellement d'équipes qui n'ont pas encore gagné la moindre étape sur ce Tour de France. Et c'est aujourd'hui qu'il faut se montrer, qu'il faut tout donner pour aller chercher la victoire. Chute de Bellocchi juste devant Armstrong qui est parti dans le terrain. Et attaque de Pierre Rolland. Voilà ce que nous disons depuis le début de ce Tour de France. Une chute terrible. Christopher Froome à pied. Mais quelle image du Tour. On n'a jamais vu ça. 100% cyclisme, le podcast du vélo en direct. Ça va Marion? Désolée. Allez, Mylène Fretin a eu une crevaison. On attendait son retour dans le peloton pour lancer le départ. Et c'est parti. Le kilomètre 0 un tout petit peu décalé avec la première attaque signée Jonas Abrahamsen, le coureur de l'Uno-X. Mais alors, il est immédiatement suivi par tout le reste du peloton. Forcément, ça va se battre. Et c'est une étape pour grimpeurs, mais les 25 premiers kilomètres sont plats. Et donc, c'est plutôt des rouleurs qui vont pouvoir s'isoler dans ce début. Et probablement que ensuite, les grimpeurs vont attendre la côte d'Angin pour eux sortir dans l'échappée. Donc, ça va prendre du temps, encore une fois, aujourd'hui pour se faire. Le premier mouvement d'Abrahamsen n'a pas marché. Là, c'est au tour d'un coureur de la Picnic Postenel de tenter de sortir. Suivi par un coureur de la Lotto, de la NSN. Mais pour l'instant, c'est des attaques pas très tranchantes. On sait que ça ne se fera pas comme ça au kilomètre 0, donc on ne veut pas non plus gaspiller trop de force. Bon, je dis ça, mais là, il y a quand même une vraie belle attaque d'un coureur de la NSN, justement, avec Lewis Husky. Voilà, un profil plutôt de sprinter-rouleur, qui n'a pourtant pas grande chance de s'imposer. Il est suivi par Pascal Enkorn. On a aussi Jonas Rickaert et Jonas Abrahamsen. Voilà, donc là, c'est clairement des profils de rouleurs et pas du tout des grimpeurs qui, eux, vont prendre leur mal en patience avant de tenter d'attaquer. Ça ne sert à rien pour eux de perdre des forces sur le plat. On a 5 coureurs qui vont attaquer la première difficulté du jour en tête, mais c'est 5 rouleurs avec Jonas Abrahamsen, Lewis Husky. On a aussi Mathis Lebert pour la Total Energy et 2 coureurs pour l'XDX Astana Team, mais pas les cartes grimpeurs puisque ce sont Nicolas Vinokourov et Aaron Gates qui sont là. 40 secondes d'avance donc sur un peloton mené par l'IF Education EasyPost. Aujourd'hui, évidemment, on veut mettre Richard Carapaz à l'avant, à la fois pour prendre des points au classement de la montagne, mais aussi la victoire d'étape. C'est vraiment le type de coureur qui pourrait aller chercher la victoire, comme Tobias Aland-Johannessen, comme Ben O'Connor, comme Antonio Tiberi, Valentin Paré-Peintre. Voilà, les grimpeurs, mais très très loin au classement général. Et c'est probablement dès cette ascension qu'ils vont se découvrir, tenter de sortir peut-être. C'est logiquement fini pour le groupe de rouleurs là, avec Jonas Abrahamsen et compagnie. Ils sont repris. On a Richard Carapaz là, qui tente déjà d'y aller avec Lennart Van Etvelt, Valentin Paré-Peintre. Voilà, ça c'est vraiment les 2 coureurs que l'on va suivre aujourd'hui. Carapaz, Paré-Peintre, à la fois pour le classement de la montagne et la victoire d'étape. Mais pour l'instant, ils n'arrivent pas à faire de différence. C'est plutôt Ben Illy là qui est parti en contre, qui a pris un petit peu d'avance sur le peloton. Il est poursuivi là, par un trio qui vient de sortir, mené par Egan Bernal, avec encore une fois Valentin Paré-Peintre, ainsi que Damiano Caruso, le vétéran italien. Et là, Richard Carapaz, voilà, il a vu Paré-Peintre partir, du coup,
Il réagit un petit peu à contre-temps, mais il est en train lui aussi de revenir. En plus, il a Benili qui est devant, qui va l'aider. Et il revient assez rapidement là, Richard Carapaz. Mais le peloton est juste derrière avec Quinn Simmons qui tente lui aussi d'y aller. Suivi par Tobias Aland Johannessen. Rien n'est fait encore dans cette ascension, mais il reste 5 km jusqu'au sommet. Et après le sommet, en fait, ça continuera de monter pendant environ 15 km. Alors, un petit peu moins, plus autour de 2-3%, mais voilà, ça ne redescendra pas du tout de suite. Et ça va faire mal, là, ce faux plat là, après la côte d'Angers. On va bientôt arriver au sommet de ce col de première catégorie. Il y a 10 points à prendre, mais pour l'instant, ni Parapintre ni Carapaz ne sont à l'avant. Ce sont Benili et Sean Quinn, deux équipiers de Carapaz qui sont là, accompagnés par Mauro Schmidt. Le peloton pointé juste derrière, à 4 secondes, mené par Jasper Stuyven, équipier de Valentin Paré-Peintre. Et le voilà qui attaque Valentin Paré-Peintre, parce qu'on est à 250 mètres de la ligne, donc faut y aller pour rattraper les hommes de tête. Ils sont en train de revenir là sur le trio, mais Richard Carapaz a pris la roue de Valentin Paré-Peintre. Donc là, attention, parce qu'il est seul face à 3 coureurs de l'IF, Benili, Sean Quinn et Richard Carapaz. Il continue son effort, Valentin Paré-Peintre. Richard Carapaz dans sa roue, mais encore une fois, il est plus rapide, Paré-Peintre. Il est vraiment bon dans ses petites arrivées au sommet. Il prend 10 points, Paré-Peintre. Carapaz qui en prend 8. Et puis bien sûr, là, après ce sommet, on va tenter de contrer avec Richard Carapaz qui insiste, suivi par Paré-Peintre. Ben voilà, le petit duo de grimpeurs à l'avant. Et en plus, ils vont profiter du fait que ça continue de grimper pour mettre en difficulté le peloton. Et puis peut-être commencer à creuser un petit peu là, parce que pour l'instant, toujours pas d'échappée de fait. Faut pas attendre là non plus trop longtemps pour former l'échappée, sous peine d'aiguiser les appétits de Pogacar et des leaders du général. Allez, un groupe qui a pris un petit peu d'avance sur le peloton avec Mats Pedersen. Non, mais ce Mats Pedersen, bien sûr, il veut le maillot vert. Problème, le sprint intermédiaire, là, il est au kilomètre 130 après de nombreuses difficultés. Mais tous les autres sprinteurs ont déjà été distancés. Jasper Philipsen, il est déjà dans le groupe Eto avec Olav Koy. On a vu aussi Brandon McNulty être distancé. Ça ne va pas pour le coureur de la Team Emirates. C'est assez étonnant. Avec Mats Pedersen, on a aussi Matteo Jorgensen. Évidemment, la Visma, maintenant, l'objectif, c'est les victoires d'étape. On a Timen Arensman, double vainqueur d'étape l'an dernier, mais pour l'instant très discret. On a Felix Engelhardt, le champion d'Allemagne de la Djeko-Lula. Tobias Aland Johannessen, celui qui collectionne les deuxièmes places. On a aussi Pablo Castrillo pour la Movistar et Nicolas Breuillard pour la Total Energy. 7 coureurs qui ont une dizaine de secondes d'avance sur le peloton. D'où tentent de sortir encore les coureurs de l'IF qui ne sont pas représentés à l'avant, notamment Richard Carapaz et Benili. Egan Bernal et Valentin Paré-Peintre aussi aimeraient bien y aller. Et le rythme est très élevé, on est toujours dans ce petit faux plat avant la redescente. Mais pour l'instant, pas d'écart fait vraiment entre les échappés et le peloton. Les 7 coureurs de tête qui vont attaquer, ça y est, enfin la descente. L'écart est encore faible avec le peloton, 35 secondes, parce qu'il y a beaucoup de coureurs qui attaquent. Notamment les coureurs de l'IF, Benili et Richard Carapaz. Et les coureurs aussi de la Groupama FDJ, Guillaume Martin, Romain Grégoire, Clément Brassens-Afonso, parce que ces deux équipes ne sont pas représentées à l'avant. Mais ils sont toujours suivis par des coureurs notamment de la Net Compagnie Ineos, Egan Bernal et Tobias Foss, parce qu'eux, ils sont bien contents d'avoir mis Timen Arensman à l'avant, ils veulent personne qui les suit. On a aussi les coureurs de l'UNOX qui contrent tout ça, parce que Tobias Aland Johannessen, c'est la grosse carte aussi à l'avant. Donc personne n'arrive encore à sortir. Là, on a Romain Grégoire qui attaque de nouveau, qui est un petit peu tout seul, qui va tenter de faire la descente pour revenir sur la tête de la course. Au moins, il a réussi à se débarrasser là, de Egan Bernal, Tobias Foss, pour tenter d'y aller tout seul. Les kilomètres qui défilent, on a fait plus de 50 km et toujours pas la minute d'écart entre les hommes à l'avant et le peloton. Alors, le superbe effort, la belle descente et l'effort final là, de Romain Grégoire pour rentrer sur la tête de la course. Il a réussi son coup, Romain Grégoire, tout seul. Il a bouché le trou. On a donc désormais 8 coureurs à l'avant, 8 coureurs de 8 équipes différentes, avec un écart de 35 secondes d'avance sur le peloton. Désormais, ce sont l'IF de Richard Carapaz et la Soudal Quick-Step de Valentin Paré-Peintre ou Dylan Van Wilder qui peuvent être un petit peu déçus de ne pas être à l'avant. L'écart est encore pas très grand, mais ça collabore très bien devant. Ils ont des équipiers derrière qui contrôlent ceux qui tentent de sortir. Est-ce qu'enfin, cette échappée va réussir à prendre du champ alors qu'on va attaquer une phase de plat là, sur 10 km avant d'attaquer la côte de Monténard et ses 10 km à 5%. Allez, l'écart qui monte pour la première fois au-dessus de la minute entre les 8 échappés et le peloton. On est à 112 km de l'arrivée et le peloton qui ralentit parce qu'on a un groupe de poursuivants. Et on va dire que toutes les équipes ont réussi enfin à mettre quelqu'un. On a Jan Tratnik pour la Red Bull, on a Matthias Vacek pour la Lidl Trek
qui pourrait être un bon soutien pour Mats Pedersen à l'avant. On a Ben Hilly pour l'IF, mais pas Richard Carapaz. On a Maro Schmidt pour la Jake Olula. Lui aussi, il a un équipier à l'avant avec Félix Engelhardt, Raúl Garcia Pierna, enfin pour la Movistar, qui lui aussi a un équipier avec Pablo Castrillo. Donc, il n'y a que 2 nouvelles équipes dans ce groupe de contre. Mais voilà, on arrête notamment pour... c'est la Soudal Quick-Step de Paré-Peintre qui n'est vraiment pas représentée. Le peloton que l'on voit rouler beaucoup plus tranquille. C'était l'IF qui était l'équipe qui voulait absolument mettre quelqu'un à l'avant et c'est Ben Hilly qui a finalement réussi. Les 5 coureurs qui sont eux pointés à 40 secondes des 8 coureurs à l'avant. Par contre, voilà, le peloton qui va commencer peut-être à enfin baisser un peu le pied. Et voilà, la Soudal, c'était l'équipe piégée et du coup c'est eux qui tentent de sortir. Là, ils sortent à 3 avec Jasper Stuyven, Louis Vervaeke et Valentin Paré-Peintre. Mais bien sûr, dans la roue de Paré-Peintre, qui ont retrouvé Richard Carapaz qui s'accroche à lui comme toujours. Ces 4 coureurs qui sont sortis du peloton là. Peloton mené par un coureur de la Total Energy qui aimerait bien qu'il n'y ait pas trop de monde non plus devant pour laisser une chance à Nicolas Broyard qui lui est à l'avant. Ça va être compliqué pour les 3 coureurs de la Quick Step et Carapaz de revenir sur la tête de la course. Ils vont probablement assez rapidement revenir par contre sur le groupe avec Ben Hilly. Parce que dans ce groupe Ben Hilly, Matthias Vacek, Raúl Garcia Pierna ne roulent pas. Il y aura peut-être un regroupement entre ces 5 et ces 4. Mais l'écart est désormais de la minute entre les 8 coureurs de tête et leur premier groupe de poursuivants. Pas sûr que quiconque ne parvienne à rentrer sur l'avant. Allez, encore un groupe qui tente de partir en contre et qui sort du peloton. Ça sera probablement le dernier. Là, avec 6 coureurs qui sont sortis. Damiano Caruso pour la Bahrain Victorious, parce que c'est vrai qu'il n'y avait personne non plus de la Bahrain à l'avant. Suivi par 2 coureurs de la Dead Company Neos avec Egan Bernal et Michal Kwiatkowski. On a Magnus Cort aussi pour l'Uno-X. Damian Osson pour la Pinarello Q36.5 et Guillaume Martin pour la Groupama FDJ. Et tiens, dans ce groupe, il y a Egan Bernal qui attaque. Je trouve que ça roulait peut-être pas assez vite. Et il va réussir à lui tout seul là à revenir sur le groupe Richard Carapaz, Valentin Paré-Peintre. Ah, c'est bien joué. Il avale Jan Tratnik qui est distancé. Ça a lâché aussi pour Ben Hilly et pour Jasper Stuyven, ainsi que pour Louis Vervaeke. Ils étaient là pour travailler ces 2-là pour Carapaz et pour Paré-Peintre. C'est fini. Et voilà, et Bernal, waouh, fort, il revient. Et du coup, on a le groupe de 8 coureurs en tête. Jorgensen, Pedersen, Arendsman, Engelhardt, Johannessen, Castrillo, Grégoire et Broyard. Ces 8 coureurs ont 40 secondes d'avance sur le groupe de 6 coureurs formés de Matthias Vacek, Richard Carapaz, Egan Bernal qui vient d'arriver à l'instant, Valentin Paré-Peintre, Mauro Schmidt et Raúl Garcia Pierna. Et une vingtaine de secondes plus loin, on a un groupe donc avec Caruso, Kwiatkowski, Magnus Cort, Damian Osson et Guillaume Martin. Et il y a un peu plus de monde là, il y a encore des coureurs qui arrivent de l'arrière. On a aussi Alex Baudin et Michael Wagren qui sont là dans ce groupe. Il y a Rubio pour la Movistar, Michael Storer pour la Tudor sont aussi là dans ce groupe. Le peloton, lui, désormais pointé à plus de 2 minutes de la tête de la course. Alors, est-ce qu'on va avoir un regroupement général entre tous ces groupes d'échappés pour former une échappée un petit peu plus importante? Ou est-ce qu'on va se tirer la bourre entre ces 3 groupes? Pour l'instant, c'est plutôt la deuxième situation, alors qu'on va attaquer cette côte de Monténard, 10 km à 5%. On l'a même déjà attaqué, on est dedans. C'est pour ça que certains coureurs sont en difficulté. C'est aussi pour ça que Egan Bernal a pu rejoindre facilement le groupe qui était devant lui. On est désormais tout pile à 100 km de l'arrivée. Et Valentin Paré-Peintre qui tente de faire l'effort pour revenir avant le sommet sur le groupe de tête et bien sûr pour prendre des points au classement de la montagne. Il est suivi par Richard Carapaz et par tous les autres d'ailleurs. Mais là, c'est vraiment Valentin Paré-Peintre qui fait le forcing. Et il est en train de reprendre du temps, plus que 13 secondes de retard pour ce groupe-là sur les 8 coureurs à l'avant. Et puis le 3e groupe, lui, n'a cessé de gagner en nombre. Ils sont désormais 28 dans ce 3e groupe de contre. Avec des coureurs aussi comme Bruno Armirail, comme Harold Terrada, comme Michael Matthews, George Bennett, Yonis Aguirre, Xandro Meurice, Joris Delbov et Alexandre Delettre, Warren Barguil. Voilà des coureurs que je n'avais pas encore cités qui sont désormais dans ce groupe. Pointés à 1 minute 30 de la tête de la course. Le peloton, lui, à 3 minutes. Et on est à 1200 mètres du sommet. Et vraiment, grâce à Carapaz et Paré-Peintre, là, le groupe 1 et 2 vont se regrouper. Allez, mission accomplie pour Paré-Peintre et Carapaz qui vont pouvoir encore se battre là au sommet. Ils sont revenus sur la tête de la course. On a donc désormais un groupe de 14 coureurs à l'avant. Mais il n'y a que 5 points à prendre là au sommet. Et voilà les 2 hommes qui vont se livrer. Ils sont patients, ils sont encore une fois roue dans roue. Ils se regardent comme des pisteurs. Et allez, c'est parti. Paré-Peintre qui met son accélération. Et encore une fois, c'est bien lui qui va passer en tête devant Richard Carapaz qui fait
Pas des très gros efforts non plus. 5 points pour Paré-Peintre et 3 pour Carapaz. Désormais, petite descente, une nouvelle montée, puis une phase de vallée de transition avant la côte des Terrasses de 3 km 300 à 6,6%. Et le sommet de la côte des Terrasses, bon là c'est un col de 3e catégorie, donc il y a vraiment juste 2 et 1 point. Et on va retrouver encore une fois le même classement avec Paré-Peintre qui passe devant Richard Carapaz. Carapaz, on sent qu'il fait vraiment que suivre, il sauve un petit peu des forces parce que c'est peut-être bien plus beau d'aller chercher la victoire d'étape aujourd'hui pour Carapaz. Les 14 coureurs à l'avant qui voient revenir derrière eux le groupe qui est 2 fois plus grand puisqu'ils sont 28. Il n'y a plus que 20 secondes d'écart désormais entre les deux groupes. Il y aura probablement un regroupement à un moment donné et la victoire qui se jouera entre tous ces échappés parce que le peloton pointé désormais à 6 minutes évidemment ne reviendra pas. La belle occasion pour Carapaz donc, pour Tobias Helland Johannessen, pour Egan Bernal et Timen Arensman, pour Matteo Jorgensen, Alex Baudin, Ben O'Connor qui est aussi dans ce groupe de contre pour avoir son coup à jouer, Einer Rubio, Yannis Aguirre, Guillaume Martin, Michael Storer. Il y en a des grimpeurs qui ont une opportunité, c'est la seule pour eux de remporter une étape sur ce Tour de France. Donc il y aura un seul heureux pour beaucoup de déçus. Ça va être une belle bataille. Et on verra si dans le peloton aussi, il y aura la bataille dans la dernière ascension ou si on va arriver groupé sans trop se livrer. Garder des forces pour l'Alpe d'Huez demain et après-demain. Objectif bientôt rempli pour Mats Pedersen, puisqu'on va arriver là au sprint intermédiaire et il n'y a personne dans ce groupe qui va aller lui contester évidemment. Il n'y a même pas d'équipier de Jasper Philipsen pour le gêner. Donc il y aura 25 points là pour Mats Pedersen. Ça lui sera très utile. Mais surtout, plus important, le groupe de 14 qui finalement a creusé alors qu'ils étaient revenus à seulement 20 secondes. Leurs 28 poursuivants ne se sont pas entendus. Il y a beaucoup de coureurs qui ne travaillent pas parce qu'ils ont un coureur à l'avant. Et du coup, là, on a un petit peu lâché l'affaire quasiment dans le groupe de poursuivants. 1 minute et 15 secondes de retard désormais. On a un groupe là avec Guillaume Martin qui tente de revenir. Il est suivi par Michael Matthews, par Kwiatkowski. Mais c'est un petit peu désespéré parce que devant, on s'entend très bien. Et allez, on est arrivé à ce sprint intermédiaire. Et voilà, Mats Pedersen qui fait l'effort. Et personne, absolument personne, qui ne va venir l'inquiéter. Il prend 10-20 mètres d'avance, Mats Pedersen. Et surtout, il va prendre donc 25 points. Est-ce qu'il va insister encore un petit peu ou est-ce qu'il va immédiatement se relever, garder des forces pour aller chercher encore les sprints intermédiaires dans les 2 prochaines étapes qui seront une nouvelle fois difficiles à aller chercher puisque après des difficultés, il reprend un petit peu de l'air dans ce classement du maillot vert et il le mériterait vraiment de le reporter à la fin. Les 14 coureurs vont désormais entamer une phase plutôt tranquille, légère montée, léger faux plat on va dire, durant une trentaine de kilomètres avant la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, 2 km 500 à 6,7%. 14 coureurs donc qui ouvrent la route. Matteo Jorgensen pour la Visma, 2 coureurs pour la Lidl Trek avec Mats Pedersen accompagné de Matthias Vacek. Richard Carapaz pour l'IF. 2 très bonnes cartes pour la Net Compagnie Neos avec Egan Bernal et Timen Arensman. Valentin Paré-Peintre pour la Soudal Quickstep. Félix Engelhardt et Maro Schmitz pour la Jayco Alula. Tobias Helland Johannessen pour l'UNO-X. Les coureurs de la Movistar, Pablo Castrillo et Raúl Garcia Pierna. Romain Grégoire pour la Groupama FDJ et Nicolas Broyard pour la Total Energy. Il est fort probable que le vainqueur se trouve parmi ces 14-là parce que le groupe de poursuivants à l'arrière ne s'entend pas suffisamment pour revenir et perd du terrain désormais. Attention, on a des premières attaques là dans le groupe de tête. C'est peut-être un peu tôt quand même là, 47 km de l'arrivée pour se désunir là avec Matteo Jorgensen, Félix Engelhardt, Tobias Helland Johannessen qui sont partis, accompagnés aussi là par Maro Schmidt et Raúl Garcia Pierna, 5 coureurs qui ont pris un petit peu d'avance, 5-6 secondes sur les 9 autres. Alors, je ne suis pas sûr que ce soit l'idée du siècle, même si c'est vrai que derrière ça ne reviendra pas. De toute façon, le groupe de poursuivants pointé à près de 2 minutes, le peloton lui à 8 minutes. Donc s'isoler, voilà, pourquoi pas, c'est bien, mais attention à ne pas perdre des forces trop tôt, parce qu'on est encore bien loin de l'arrivée et de l'ascension finale. Bon, c'était peut-être pas si mal d'attaquer là à ce moment-là, parce que l'écart qui est en train de grandir pour les 6 hommes de tête. Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz ont réagi juste à temps. Là, ils ont fait le jump, ils ont rejoint ce groupe à l'avant. Et ces 6 coureurs, avec aussi donc Jorgensen, Maro Schmidt, Tobias Helland Johannessen et Raúl Garcia Pierna, ont désormais la minute d'avance, notamment sur le duo de piégés. C'est le duo de la Net Compagnie Neos, Egan Bernal et Timen Arensman. Félix Engelhardt, il était à l'avant. Il a beaucoup travaillé pour Maro Schmidt. Il est désormais dans le groupe à l'arrière. Il s'est relevé. Pablo Castrillo a un équipier devant. Matthias Vacek, Romain Grégoire ou Nicolas Broyard, eux aussi sont piégés.
à 1 minute. Et ça sent le groupe débattu, même si Tim Arensman roule fort pour tenter de ramener Egan Bernal. Ils ont raté le bon coup là. On est encore à 35 km de l'arrivée. Alors que le groupe avec Ben Hilly, avec Ben O'Connor, Einer Rubio, Guillaume Martin, Michael Storer est lui pointé à plus de 3 minutes désormais. Le peloton, lui, ça y est, l'écart est stabilisé à 8 minutes parce que y a Richard Carapaz qui est à l'avance et le mieux classé. Il est 12e du général à 25 minutes et 45 secondes et il a déjà largement doublé Yanis Voisard. Mais il se rapproche aussi des places de Jordan Gégat et de Tom Pidcock. C'est pour ça que la Tudor, la Total Energy et la Pinarello Q36.5 roulent en tête de ce peloton pour au moins maintenir cet écart autour de 8 minutes et tenter peut-être de le raccourcir ensuite un petit peu dans le final. Le groupe qui se divise encore à l'avant avec une nouvelle attaque, encore une fois assez loin de l'arrivée, là on est à 23 km. C'est Matteo Jorgensen qui, au sorti d'un rond-point, a surpris tout le monde. Fait une attaque un petit peu à la Ben Hilly. Mais il y a Tobias Alland Johannessen qui a réussi à prendre sa roue. Maro Schmidt qui est en train de revenir. Carapaz et Parapintre sont un tout petit peu plus loin. Il semble que Raoul Garcia Piernois soit peut-être la principale victime là, de cette accélération. Voilà, on a les 5 coureurs qui se rejoignent. Jorgensen, Carapaz, Parapintre, Schmidt et Johannessen. Garcia Pierna, lui, est un petit peu plus loin. De toute façon, a priori, des 6, c'était celui qui avait le moins de chances de victoire. Aujourd'hui, pour le coureur de la Movistar, les choses sont légèrement rentrées dans l'ordre, mais attention, on va attaquer la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes, 7% de moyenne, et peut-être d'autres accélérations. Et puis à l'arrière, là, on apprend l'abandon d'un équipier de Tadej Pogacar. Alors, c'est pas Adam Yates qui était en grande difficulté hier, c'est Brandon McNulty, malade à son tour. Il y a clairement un virus là qui traverse l'équipe Team Emirates. Pour l'instant, il n'a pas touché Tadej Pogacar a priori. Mais voilà, c'est un équipier de moins en tout cas pour le Slovène. Raoul Garcia Pierna, au prix d'un gros effort, est parvenu à revenir sur la tête de la course. Mais on sent qu'il est évidemment en sursis et que dans la montée d'Orsières-Merlette, il sera probablement le premier distancé, le premier lâché. Là, on arrive au sommet de la côte de Saint-Léger-les-Mélèzes. Encore 2 et 1 point à prendre. Et encore une fois, Valentin Paré-Peintre et Richard Carapaz qui vont s'affronter, même si on sent qu'ils ne s'affrontent plus vraiment. C'est Paré-Peintre qui roule là avec Carapaz dans sa roue. Il va accélérer, Carapaz va le suivre et ça va faire 2 et 1 point. Carapaz, il est très clairement plus fixé aujourd'hui sur la victoire d'étape. Là, Paré-Peintre, il n'a même pas besoin d'accélérer. Simplement en menant le groupe, il va passer en tête. Attention à Carapaz qui tente quand même de le surprendre. Non, c'est bon. Il a juste fait ce petit effort pour être sûr que Maro Schmidt, qui remontait, ne prenne pas le petit point. Par contre, arrivé à Orsières-Merlette, là, il y aura 10 points à prendre. Et là, pas sûr que Valentin Paré-Peintre devance Richard Carapaz parce qu'il y aura aussi la victoire d'étape. Bien sûr, aller chercher la victoire d'étape, elle sera pour un de ces 6 coureurs. Et a priori, on peut même effacer Raoul Garcia Pierna. Elle sera donc soit pour Jorgensen, soit pour Carapaz, pour Paré-Peintre, pour Maro Schmidt ou pour Tobias Alland Johannessen, en espérant que le Norvégien n'aille pas encore chercher une nouvelle 2e place dans cette saison. C'est parti pour l'ascension d'Orsières-Merlette. 7 km d'ascension à 6,7% de moyenne. Un premier kilomètre plutôt facile. Ensuite, c'est tout autour de 7-8% jusqu'à la fin. Une ascension assez roulante. Et 6 coureurs pour se disputer la victoire qui, pour l'instant, ont diminué de rythme. On compte ses coups de pédale, on veut garder de la force, on s'observe. Ils ont 3 minutes et 50 secondes d'avance sur leur premier poursuivant. Autrement dit, ils sont larges. Il y a le peloton qui se rapproche quand même un petit peu, désormais à 5 minutes 40. Peloton qui a repris 2 minutes 30 depuis que la Pinarello et la Tudor se sont mises à rouler. Mais trop loin évidemment pour revenir sur ce final. Donc une victoire d'étape pour un de ces 6. Mais pour l'instant, on s'observe, on roule tranquillement. On ne veut pas perdre des forces avant de porter l'attaque décisive. Ou peut-être aussi ça peut se régler tout simplement au sprint entre ces 6. Parce qu'encore une fois, ce n'est pas très très difficile comme ascension. Allez, ça jouait un petit peu, mais là, Carapaz, il met une vraie attaque. Il est suivi par Valentin Paré-Peintre. Par contre, il y a une petite cassure derrière avec Matteo Jorgensen qui va à son train, suivi par Maro Schmidt et Tobias Alland Johannessen. Et on retrouve ce même duo, vraiment, alors, ils s'adorent. Depuis le début de ce Tour de France, on ne voit que eux dans les arrivées au sommet. Carapaz, Paré-Peintre, ils ne se lâchent pas. Il y avait eu une fausse attaque un petit peu de Jorgensen, une fausse accélération aussi de Paré-Peintre. Carapaz, c'était pas du tout une fausse accélération. C'était un vrai coup de pétard et voilà, Paré-Peintre a réussi à suivre. Les autres sont un tout petit peu plus loin, mais ça pourrait revenir. Sauf pour Raoul Garcia Pierna qui est clairement distancé. Tobias Alland Johannessen, il est aussi un petit peu en train d'exploser plus ou moins là. Alors que c'est Maro Schmidt finalement qui est le premier à revenir dans la roue de Paré-Peintre et de Carapaz. Et
semble-t-il, assez facilement. Matteo Jorgensen, c'est plus compliqué, mais lui aussi va rentrer. Garcia Pierna, par contre, on ne le reverra pas. Tobias Johannessen, pas sûr non plus qu'on le revoie, il semble un petit peu loin. Et Jorgensen, il était revenu, mais il repère immédiatement 1 ou 2 mètres. C'est clairement Mauro Schmid qui semble le plus frais et le plus facile. Il reste encore 3 km 500 d'ascension. Et Carapaz qui remet immédiatement une accélération. Oh, il n'y a personne qui suit. Il n'y a personne qui suit cette accélération de Richard Carapaz. Mauro Schmid qui se retourne. Valentin Paré-Peintre qui ne peut pas y aller. Jorgensen non plus. C'est parti pour Richard Carapaz. Il a vraiment fait la différence là. Personne qui n'a réagi. On s'est regardé entre les 3 poursuivants. Et c'est Mauro Schmid qui est obligé de faire le travail. Mais non, il s'est laissé doubler par Matteo Jorgensen. Mais a priori, ça sent très bon là pour Richard Carapaz qui a fait la belle différence. Valentin Paré-Peintre cette fois-ci n'est pas dans sa roue. Et il est même en train d'être distancé par le duo Mauro Schmid, Matteo Jorgensen. Le coureur de Lièvre qui a peut-être remporté la première victoire pour son équipe sur ce Tour de France. Ça va être bon pour Richard Carapaz qui est à moins d'1 kilomètre de la ligne d'arrivée. Il a déjà 40 secondes sur le duo Jorgensen-Mauro Schmid. Valentin Paré-Peintre, lui, pointé à 1 minute. Et Carapaz, il a été un petit peu à contre-temps toute la journée. À chaque fois qu'il y avait une échappée qui partait, il n'était pas dedans. Il revenait dans un second temps. En début d'étape, c'était en suivant 3 coureurs de la Soudal Quick-Step qu'il était revenu dans l'échappée de poursuivants, qui finalement est rentré sur la tête de la course. Et puis là, quand le coup avec Johannessen et Jorgensen est parti, il était encore une fois pas dedans. Et il est revenu dans un deuxième temps là aussi en compagnie de Valentin Paré-Peintre. Mais malgré tous ses efforts un petit peu de trop, en fait ils n'étaient pas de trop puisqu'il a encore suffisamment de jus là pour aller chercher la victoire d'étape facilement finalement dans cette ascension d'Orsières-Merlette. Et derrière le peloton qui a repris à peu près tous les échappés, tous les groupes intercalés, à part les 6 hommes qui ouvraient la route. On va se battre pour la 7e place très certainement dans le peloton. On va voir s'il y aura peut-être des attaques. Pour l'instant c'est la Red Bull Bora Hansgrohe, l'équipe de Remco Evenepoel qui mène dans ce peloton. C'est vrai que c'est une ascension qui correspond bien aussi aux qualités du Belge. Les 300 derniers mètres pendant ce temps pour Richard Carapaz, le formidable attaquant équatorien qui va aller chercher une nouvelle victoire d'étape sur le Tour de France. Grand attaquant, il va aussi rentrer dans le top 10 du classement général, prendre la place de Yanis Voisard. Et quand il est dans l'échappée, dans une étape de montagne, c'est bien difficile de lui empêcher d'aller s'imposer. Et là, c'est vraiment facile. La victoire de Richard Carapaz qui peut lever les bras, tranquille. Au sommet d'Orsières-Merlette, l'IF Education EasyPost n'avait pas encore gagné. Ce qui n'était pas le cas de la plupart de ses autres compères d'échappée. La Jayco avait déjà gagné avec Schmitt, la Visma avec le chrono par équipe de la première étape, la Soudal de Paré-Peintre avec bien sûr les 3 victoires d'étape de Merlier, l'Uno X de Johannessen avec Werenskjold. Toutes ces équipes avaient gagné sauf l'IF et la Movistar de Garcia Pierna. Mais Garcia Pierna il est bien loin, c'est l'IF qui rejoindra donc les équipes. Vainqueur d'étape sur ce Tour de France, le sprint pour la 2e place entre Mauro Schmid et Matteo Jorgensen. Et ça va être encore une 2e place pour Mauro Schmid, comme hier, derrière Jasper Philipsen. Là, c'est pas un sprint, c'est une arrivée au sommet. Jorgensen qui va faire 3e. Paré-Peintre à bout de force. Et voilà les affrontements au sommet de chaque ascension. Paré-Peintre qui fait l'effort maximal, Carapaz qui prend sa roue. Il était plus malin, Carapaz. Il a perdu moins de force, alors que là, Paré-Peintre finit au rupteur. Et en plus, il va prendre la 4e place, seulement 4 points au classement de la montagne, ce qui veut dire qu'au classement, il sera à un petit point derrière Tadej Pogačar. Malgré tous ses efforts, il n'est pas le leader de ce classement. Et il va être très certainement déçu de ça. On va maintenant pouvoir un petit peu se concentrer quand même sur le maillot jaune. Pour l'instant, toujours pas d'attaque, avec toujours un équipier de la Red Bull qui mène devant Remco Evenepoel. Il y aura peut-être une accélération dans les 500 derniers mètres, mais je pense pas beaucoup plus dans ce groupe. 500 mètres de la ligne, il reste un échappé intercalé qui donne tout ce qu'il a pour terminer en 7e position de cette étape. C'est Pablo Castrillo de la Movistar. Il a 5 secondes d'avance sur le groupe maillot jaune où il n'y a plus qu'une quinzaine de coureurs. Bien sûr, tous les membres du top 10 sont là. Et Castrillo, c'est beau ce qu'il fait. Il devrait aller chercher quand même cette 7e place avec Lenny Martinez qui tente de prendre l'intérieur du virage mais qui s'est fait bloquer. Il va y avoir un sprint entre tous ses favoris. Ouais, c'est Lenny Martinez qui lance juste derrière Castrillo qui a tout donné pour faire 7e. C'est Lenny Martinez qui va prendre la 8e place devant Remco, Pidcock, Jegat. Bon voilà, tous les coureurs du top 10 sont là.
On ne s'est pas vraiment affronté. On garde les festivités pour demain pour l'Alpe d'Huez. Tous ces coureurs ont terminé à plus de 4 minutes du vainqueur du jour, l'Équatorien Richard Carapaz. Le vainqueur du Giro 2019, Richard Carapaz, qui remporte la 2e victoire de sa carrière sur le Tour de France. Après une victoire d'étape en 2024, un scénario un petit peu similaire. Il terminait en solitaire avec environ 40 secondes d'avance sur son premier poursuivant, qui à l'époque était Simon Yates. Aujourd'hui, c'est Mauro Schmid. Richard Carapaz, qui a déjà gagné 4 victoires d'étape sur le Giro, 3 sur la Vuelta, 2 sur le Tour de France, pour seulement 25 victoires en carrière. Donc quand même un gros pourcentage de victoires d'étapes sur les grands tours au niveau World Tour pour Richard Carapaz, équatorien très expérimenté, 33 ans. C'est peut-être un de ses derniers grands succès avant la retraite pour Carapaz. Aujourd'hui, il termine avec 45 secondes d'avance donc sur le duo Mauro Schmid et Matteo Jorgensen. Paraît peintre 4e à 1,14. Tobias Allan Johannesen, il n'aura pas fait 2e aujourd'hui, il aura fait 5e à 1,57. Raúl Garcia Pierna termine 6e à 2,12. Et puis Pablo Castrillo, il a absolument voulu terminer avant le groupe maillot jaune. Il a réussi 7e à 4,30. 5 petites secondes devant le peloton réglé par Lenny Martinez, devant Remco Evenepoel, Tom Pidcock, puis Jegat, Ayuso, Pogacar, Schielmose. On avait aussi dans ce groupe Nicolas Prodhomme, Paul Sexas, Isaac Del Toro, Mathieu Riccitello et Yanis Voisard. Autrement dit, tous les joueurs qui jouent le top 10, plus quelques équipiers. L'abandon donc aujourd'hui pour Brandon McNulty. On a aussi eu un coureur non partant, c'était José Félix Parra pour la Cara Rural. Et puis, signé qu'il y a quand même quelque chose qui ne va pas du côté de la Team Emirates. Le dernier du jour, c'est Tim Wellens qui termine dernier à 43 minutes du vainqueur du jour. 2 petites minutes seulement avant la fin des délais. Près de 9 minutes après l'avant-dernier Hub Hartz. Ça veut dire que Tim Wellens, lui aussi, était dans le dur, comme Adam Yates hier et comme McNulty aujourd'hui, qui lui a carrément dû abandonner. Autrement dit, pas sûr qu'il puisse compter sur beaucoup d'équipiers en montagne. Tadej Pogacar pour les 2 étapes qui s'annoncent. Au classement général, Pogacar a toujours 4,32 d'avance sur Evenepoel et 6,51 sur son équipier Del Toro. Le seul changement dans le top 10, c'est Richard Carapaz qui prend désormais la 10e place à Yanis Voisard, 11e. Au classement par points, la belle petite affaire pour Mats Pedersen qui reprend un petit peu d'avance sur Jasper Philipsen. William Girmay est toujours 3e de ce classement, mais trop loin pour espérer le remporter. Et puis au classement de la montagne, ça c'est joliment resserré. Pogacar est toujours leader avec 70 points. Mais Paré Peintre en a 69 et Richard Carapaz en a 63. La lutte sera entre les 3 pour le maillot de meilleur grimpeur. Tandis que le maillot de meilleur jeune, ça sera un duel à 2 entre Del Toro et Paul Sexas. Pour l'instant, il y a 20 secondes entre ces 2 coureurs. Juan Ayuso à 2,31 semble partir de trop loin et surtout semble un petit peu en méforme par rapport aux 2 autres. Demain, on y arrive enfin au sommet de l'Alpe d'Huez, 14 km d'ascension à 8%. Mais auparavant, il y aura 3 autres ascensions, dont le col du Noyer de 7 km à 8%. Et puis on commence immédiatement en ascension. Les 5 premiers kilomètres sont à 7% de moyenne. Donc il y aura un gros péto qui va se faire au bout de 500 mètres peut-être. Il y aura des attaques d'entrée pour former une échappée. Il y aura beaucoup de monde qui espéra s'imposer au sommet de l'Alpe d'Huez. Mais probablement que Tadej Pogacar, qui n'a jamais remporté d'étape au sommet de l'Alpe, voudra marquer le coup en remportant cette étape, mais pas sûr qu'il ait tout son effectif en pleine forme pour gérer l'étape. Ça sera très intéressant. Et puis bien sûr la lutte pour les 2 et 3e places, le maillot blanc, le maillot de meilleur grimpeur. Il y aura de l'intérêt demain pour ce qui sera la 19e étape de ce Tour de France. Quant à moi, il va falloir que je reprenne la route pour retrouver une place pour l'étape de demain. Alors, je ne vais pas me mettre dans l'Alpe d'Huez parce que ça fait 3-4 jours que c'est déjà plein, qu'on ne peut plus y accéder. C'est plein de camping-cars. Je vais probablement me mettre un petit peu dans la vallée avant. Là, je devrais pouvoir trouver de la place. Allez, salut à tous, salut à toutes.